et bienvenue pour un nouvel épisode de Nouveau Jour. Pour ceux qui m'écoutent sur le podcast, sachez qu'actuellement, je suis en train de m'enregistrer en vidéo, ce que je fais habituellement, mais là avec une autre fin que simplement faire des réels qui ne sortiront jamais, mais de sortir là une vidéo qui finira sur YouTube. Quelle idée, me direz-vous? Bah écoutez, c'est la magie balinaise. Allez comprendre, depuis que je suis arrivée, j'ai reçu des petits signes qui me disent « Allez, vas-y, lance-toi, peut-être ». Donc on y va, c'est parti. Cet épisode de podcast est actuellement enregistré du coup pour finalement peut-être finir sur YouTube. Donc là, je ne sais même plus à qui je parle, je ne sais même plus où est-ce que je regarde. Bon bref, c'est un essai, on verra ce que ça donne. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de Bali, parce que vu que vous écoutez tous assidûment le podcast et que vous me suivez de près sur les stories, vous savez que je suis à Bali depuis 15 jours. Et pour vous remettre un petit peu en contexte pour les mauvais élèves, je suis partie pour Bali, il y a du coup 2 semaines de cela, pour 2 mois, toute seule, avec mes 2 sacs à dos sur le dos, bon, un sur le dos, un sur le ventre, dans l'idée de me réaligner avec moi-même. Parce que cette dernière année, elle avait été empreinte à beaucoup de changements perso, de réalignement. Et là, c'était un peu la dernière étape de tout ce périple, en tout cas la dernière étape que moi j'ai identifiée pour 2025 de vas-y, lance-toi un nouveau challenge et tu verras ce que ça donne. J'ai des attentes au niveau de Bali, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles, parce que j'attends à me reconnecter déjà avec ma part un petit peu plus de féminité, avec mon yin, ma part de douceur, voir comment elle... voir quelle place elle prend quand je laisse un peu plus de place justement pour exister et pas être tout le temps dans le yang, toujours à aller de l'avant, à être en mouvement, tout ça. Et j'ai envie justement de découvrir comment elle se libère cette partie de yin, et notamment dans une culture et dans une société où le bien-être est vraiment prédominant, où le bien-être est vraiment au centre de comment la société fonctionne, au centre des mentalités. Parce que vraiment ici à Bali, ce que j'ai pu comprendre depuis que je suis arrivée, c'est que le bien-être est ancré du matin au soir. Ça passe par l'alimentation, ça passe par les pratiques, ça passe par la relation avec la spiritualité aussi. Tout est là pour que tu puisses prendre soin de toi, et c'est une clé et c'est essentiel, et je trouve ça absolument génial. Et toute cette place centrale qu'a le bien-être dans la société, j'ai envie de pouvoir m'en enrichir parce que j'ai envie de pouvoir faire évoluer ma pratique en tant que coach de vie, et surtout de voir comment ça peut m'inspirer, comment je peux moi me découvrir, comment je peux penser plus large que simplement la petite boîte d'occidentale dans laquelle je grandis actuellement, pour justement voir plus large et penser à un modèle qui me correspond plus, un modèle qui est plus aligné avec ce que moi j'ai envie de créer et ce que moi j'ai envie d'apporter. Et donc ça fait 15 jours que je suis ici, et spécifiquement à Ubud, parce que depuis que je suis arrivée, j'avais cette petite voix dans ma tête depuis le début, même avant en fait mon arrivée, qui me disait commence par Ubud, parce que je sais pas, c'est le cœur de la spiritualité ici à Bali, parce qu'il y a d'autres parts qui sont un peu plus européanisées, occidentalisées, et c'est vraiment par là que j'avais envie de commencer. Et je me disais, même s'il faut que je reste plusieurs semaines, ce qui est en train de se passer à Ubud, c'est ok, parce que je viens pas forcément pour faire du tourisme, nager avec les dauphins, nager avec les tortues, mais vraiment pour moi me découvrir et découvrir la société, et pas justement tous les trucs un peu touristiques. Donc vous serez étonnés de constater que finalement moi j'ai pas fait tellement les trucs touristiques jusqu'à maintenant, j'ai fait justement une rizière qui est vraiment recommandée, qui est vraiment genre le prime de Instagram, mais pour le coup, moi, c'est pas en plus quelque chose qui résonne avec moi, c'est pas quelque chose dans lequel je me dis waouh, c'est trop beau et tout. Genre, oui, c'est impressionnant, mais quand tu vois des cœurs, genre énormes en plein milieu des rizières, et que tu vois des balançoires alors que ça n'a absolument rien de naturel, moi, c'est un truc, ça me sidère un petit peu. Donc voilà, c'est pas forcément les trucs dans lesquels je me retrouve le plus, mais par contre, il y a beaucoup de choses que j'ai découvert à Bali et que j'ai envie de vous partager, parce qu'après 2 semaines d'expérience, c'est déjà super enrichissant. Alors, je vous avoue qu'on va être hyper transparent dans cet épisode, on va parler aussi de toutes les galères, tous les moments de down que j'ai eu, parce que Dieu sait que j'en ai eu. Parce que même si sur les réseaux sociaux, genre je vous montre toutes les activités que je fais et tout, et que j'essaye aussi de vous partager mes moments de down, je vous les ai pas tous partagés parce que ça reste aussi ma vie privée. Mais effectivement, il y a eu quand même pas mal de moments où c'était compliqué, des moments où je me disais mais qu'est-ce que je fais là? Et j'ai envie justement de pouvoir retracer à travers cet épisode tout ce qui s'est passé pour moi à travers ces 2 dernières semaines, pour vous donner envie de vous challenger, de vous dire vas-y, c'est trop bien, genre ça se trouve vous, votre challenge, c'est justement partir à l'étranger et vous manquiez de cette petite étincelle qui vous dit allez, let's go. Mais aussi pour vous rappeler que dans tout nouveau challenge, il y a aussi une part qui est un peu plus down, une part de remise en question, et ça fait partie de qui on est, ça fait partie de l'expérience, c'est ça qui est hyper enrichissant, c'est comme ça qu'on se découvre. Mais effectivement, des fois, ça peut être un peu bouleversant, surtout par exemple dans mon cas où je me retrouve à l'autre bout du monde et que je suis en mode ok, genre je suis là face à mes questions, face à mes doutes, comment je fais ?
Et donc j'ai envie d'organiser cet épisode un peu chronologiquement pour vous faire part justement de comment mon esprit a évolué, quels ont été les challenges aussi que j'ai rencontrés, parce que franchement 2 semaines avec Hélène à Bali, c'est drôle parce que je suis tête en l'air, je suis quelqu'un qui oublie de faire des trucs, j'oublie mes affaires, enfin bref tout ça. Et ça fait que justement ça rend l'expérience hyper enrichissante, hyper drôle aussi à suivre. Et j'avais envie de vous partager tout ça parce que dans tous les cas sur ce podcast et maintenant sur YouTube apparemment, on se dit tout. Donc je vous ai décrit un petit peu des phases de mes 2 dernières semaines et la première c'est l'arrivée tumultueuse d'Hélène à Bali. Ça a duré, allez, c'était les 24-48 premières heures, allez peut-être moins même, 24-36 premières heures. C'est le moment où déjà j'arrive à Bali. Donc en soi, l'avion, tout s'est très très bien passé, vraiment c'était génial. Enfin génial. Je me suis retrouvée dans un avion, bon voilà, j'ai mangé 4 repas parce que vraiment je suis partie avec Qatar Airways. Ils m'ont nourri. Genre vraiment j'ai mangé 4 repas en l'espace de 12 heures. J'étais là, mais frérot, je n'ai plus faim. Vraiment mon dernier repas, je pouvais pas le manger. Mais par contre, moi qui suis intolérante au lactose, c'était génial parce que j'ai toujours eu un repas adapté à mon alimentation et à mon régime alimentaire. Donc c'était absolument génial et ça j'avais vraiment une grosse crainte parce que j'aurais pu passer 24 heures sans manger, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc merci Qatar, cœur sur vous. Mais purée, je me retrouve à faire des cœurs à la caméra, genre Hélène qui est tue. Bon bref, mais du coup, mon vol s'est très très bien passé et j'arrive par contre à l'aéroport et mon visa n'avait toujours pas été validé. J'avais fait une demande de visa pour 60 jours, vu que je restais 51 jours initialement. Pour le moment, j'ai pas changé mon billet, hein, je vous l'avoue, mais en tout cas, au moment de prendre mes billets d'avion et tout, j'avais calculé que je partais 51 jours. Donc j'avais fait une demande de visa pour 60 jours. Et arrivé du coup à destination, mon visa n'était toujours pas validé. Donc la petite péripétie, je me retrouve à acheter un visa pour 30 jours, machin. D'ailleurs, je pense que je vais avoir des galères parce qu'il va falloir que je le renouvelle. Et ça va être aussi une nouvelle péripétie. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai un visa et je suis bien arrivée. Et donc quand tu arrives et que tu as ton visa, la première chose que tu fais, c'est tu sors de l'aéroport et là tu te prends une gifle avec la chaleur dans un premier temps parce que j'arrive, je venais de quitter Lille et Paris, il devait faire, allez, je sais pas, 15 degrés, un truc comme ça, donc il faisait pas encore super froid, mais bon, quand t'arrives et que tu te prends un 30 degrés dans la tronche, franchement ça dépayse un petit peu, et surtout que j'étais arrivée à 18h30, donc 18h30 en France, en tout cas à ce moment-là, il faisait jour, et là je sors de l'aéroport, nuit. Vraiment nuit complet, genre vraiment pas le soleil se couche, non, nuit complet. Donc j'étais là, d'accord, ok, donc déjà un peu surprenant. Et à ce moment-là, quand t'arrives, et bah déjà tu te fais alpaguer dans tous les sens parce que t'as plein de Grab et les Grab c'est les Uber français, mais donc t'as plein de taxis un petit peu dans tous les sens. Et à ce moment-là, bah je me retrouve à prendre finalement un taxi que je trouve assez facilement, enfin bref voilà. Et on fait 1h30 de route, mais alors quand je vous dis taxi, du coup j'étais sur un scooter. J'étais sur un scooter avec mes 2 sacs et tout, mais en tout ça s'est super bien passé. Bon petit casque sur la tête, vous en faites pas. Et je me retrouve à partir pour Ubud, du coup là où j'avais réservé ma première nuit d'hôtel. Et là aussi, c'est très très drôle parce que 24 heures avant mon départ, je me retrouve avec une annulation de mon hôtel. Donc comment vous dire que j'avais que ma première nuit d'assurée. J'avais pris un truc dans le centre d'Ubud parce que moi c'était un peu mon référentiel d'habitude quand je partais à l'étranger. Je prenais un truc dans le centre 2. Et donc là, je me dis, bah pareil, je vais prendre un truc dans le centre d'Ubud. Et donc, c'est ce que je fais. Et donc, affaire à suivre parce que c'est aussi très très drôle. Mais donc, j'arrive avec mon petit scooter et on traverse, du coup, on a 1h30 pour relier Denpasar à Ubud. Et à ce moment-là, j'avoue que j'ai été complètement dépaysée parce que je suis pas du tout du genre à regarder des photos avant de ce à quoi ça ressemble. Et là, vraiment, ça a été un choc culturel parce que je voyais défiler les routes, je voyais défiler le temps et je voyais justement des maisons à côté de la route et comment c'était et j'étais là, waouh, genre si c'est ça, si c'est ce niveau d'hygiène, genre moi qui ai des petits soucis justement d'intestin et genre l'intestin c'est fragile, je sais pas comment je vais pouvoir manger parce que vraiment c'était un peu des boui-boui comme on dirait en France, genre c'est des trucs où bah c'est pas du tout les mêmes normes d'hygiène, c'est pas du tout le même paysage simplement que ce qu'on avait en France et enfin et que ce qu'on a en France et vraiment sur le moment j'ai eu un petit moment de recul en mode waouh, ok, je m'attendais pas à ça. Mais plus tu arrives dans les grandes villes et plus du coup c'est européanisé. Et donc quand je suis arrivée à Ubud, j'ai trouvé des vrais restaurants, enfin des restaurants à l'image qu'on a en France en tout cas. Il y avait aussi des logements bah, beaucoup plus dans nos standards à nous. Et effectivement, moi, dans l'hôtel dans lequel je suis arrivée, et bah, c'était clean. De manière générale, il y avait une douche, il y avait de la climatisation, il y avait un lit, enfin genre tout était ok quoi. Mais du coup, je me suis retrouvée dans Ubud même. Et Ubud même, c'est
du bruit constant, c'est des gens, c'est de la pollution, c'est de la saleté, c'est du bruit, mais vraiment un bruit, moi qui suis très sensible au bruit, c'est un bruit constant avec les motos, les gens qui klaxonnent, enfin vraiment un bruit constant. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Genre, pourquoi tout le monde aime Bali? Parce que je ne comprends pas ce qu'on aime à Bali. Genre, de tout ce que je viens de voir depuis 2 heures, je ne comprends pas du coup ce que je fais là. Et j'étais là, mais c'est ça le paradis qu'on m'a vendu? Genre vraiment, on m'a menti. Et donc, je fais ma première nuit où j'étais déjà un peu stressée et tout. J'avoue que j'étais pas super à l'aise. Et le lendemain, je rejoins directement une amie. Donc, c'est Alexia. Elle m'a beaucoup aidée et on se voit aujourd'hui quasiment tous les jours. Au début, elle m'a donné beaucoup de tips et maintenant, genre, c'est vraiment, c'est devenu une copine. Genre, on se raconte notre vie, on s'update et tout. Donc, c'est vraiment super sympa. En plus, elle est coach. Donc, c'est hyper intéressant. Genre, on s'est rencontrés pendant notre formation de coaching. Donc on se challenge en plus un peu l'une l'autre et tout. Donc elle m'aide aussi beaucoup à grandir, donc ce serait vraiment super cool. Mais heureusement qu'elle était là effectivement pour me donner mes premiers repères parce que c'était hyper dépaysant et moi j'étais complètement sous l'eau à me dire mais waouh, genre je sais pas comment faire, je sais pas comment tout ça marche. Et donc on passe cette première journée ensemble et moi j'avais de mon côté aussi cherché un logement pour ma deuxième nuit parce que j'avais seulement réservé la première. Et là dans ma tête je m'étais dit je vais prendre directement un logement pour les 10 prochains jours parce que j'ai pas envie de passer ma vie avec mes sacs à dos sur le dos. Et donc je me retrouve dans un hôtel où je pensais que c'était un peu plus rizière et compagnie et pas du tout, toujours dans le centre, un truc vraiment déplorable, enfin vraiment ça correspondait pas du tout aux photos que j'avais vues sur Booking. Et donc là un peu pareil, mais le truc de oh là là mais je vais jamais trouver l'endroit dans lequel je me sens à l'aise, enfin catastrophe. Et donc j'annule mon hôtel et je rejoins Alexia à ce moment-là dans ses rizières et c'est là où j'ai eu vraiment le coup de cœur et je me suis dit mais c'est là que je veux être, c'est là où j'appartiens, enfin c'est là où je me sens bien, c'est dans les rizières parce que c'est calme, c'est la nature. Et à partir de là, vraiment je me suis sentie apaisée. Je me suis dit ok, je comprends pourquoi Bali peut être cool. Je comprends et je pense que je vais pouvoir avoir ma place et que je vais pouvoir me faire mon petit coin de paradis. Mais il avait fallu justement que je sorte de la ville et de tout ce bruit constant et compagnie qui, moi personnellement, ne me correspond pas pour justement trouver beaucoup plus de calme et de tranquillité et pouvoir me dire ok, là je me vois évoluer, on peut envisager la suite. Et donc on arrive dans la deuxième phase que j'ai nommée On a perdu Hélène. Et ça a duré les 3 jours suivants. Et ce qui prédominait à ce moment-là, c'est que j'avais un fort besoin de sécurité et surtout j'avais un fort ressenti d'insécurité parce que à Bali, par exemple, l'eau n'est pas potable. Donc si tu bois l'eau du robinet, et tu risques d'être malade. Si tu te laves les dents avec l'eau du robinet, il y a un risque quand même. Donc c'est autant de choses sur lesquelles il faut être vigilant. Et j'avais en gros ce sentiment d'alerte constant, de toujours devoir être sur mes gardes, parce qu'en plus de ça, il y a des petites bêtes. Donc c'est ce qu'on appelle par exemple les geckos. Donc en France, c'est ce qu'on appellerait par exemple un lézard. Mais j'avais en gros un gecko dans ma chambre qui faisait un bruit de fou, alors qu'il est grand de 5 centimètres, mais c'est pas du tout rassurant de savoir qu'il y a cette petite bête-là. Et en plus, toi, t'es là avec ton eau sur laquelle tu dois faire attention. Et en gros, ce qui était perturbant pour moi, c'est que le fait que même les plus gros automatismes qu'on a, genre, tu te laves les dents, tu réfléchis pas, genre, tu te laves les dents et tu fais un truc à côté, quoi. Et à ce moment-là, justement, j'étais sur mon phone et je lève la tête et je me dis merde, je viens de me laver les dents avec l'eau du robinet, je viens de me rincer la bouche avec l'eau du robinet. Et moi qui ai un côté un petit peu hypochondriaque, ça a été le flip. Ça a été vraiment le truc où je me suis dit oh là là, mais quelle angoisse, genre ça se trouve, je viens de me rendre malade et tout. Et ce côté justement à devoir toujours être en alerte, il m'a vraiment fait peur au début et il m'a mis en fait dans un état de stress un peu constant, genre ce qu'on pourrait caractériser justement après quelques jours de stress chronique parce que j'étais toujours complètement contractée à surveiller mes moindres faits et gestes et en plus du jet lag et de ça franchement j'étais épuisée à la fin de mes journées parce que c'était trop quoi, genre c'était un besoin de contrôle constant et même la nuit je me réveillais parce que justement j'entendais un bruit, parce que machin et je faisais des rêves chelous et genre je dormais pas bien et donc tout ça faisait que j'étais toujours effectivement en alerte et mon nerveux système, pas du tout comme on dit ça en français, mon système nerveux ne redescendait jamais. Et à ce moment-là dans mes journées je cherchais à maximiser mes expériences parce que je me disais, je suis à Bali, c'est pour une raison, c'est que j'ai envie de découvrir des choses, j'ai surtout pas envie de rentrer à la maison en ayant le sentiment d'avoir rien fait, donc vas-y, on multiplie les expériences. Donc à ce moment-là, j'allais faire du yoga, j'allais faire des workshops, donc c'était vraiment super intéressant, et c'est génial parce que Bali, justement, offre cette possibilité, il existe plein de lieux qui permettent de rassembler ces divers pratiques, et donc tu as la possibilité en fait de tester plein de choses. Mais moi, devant cette multitude de choses à faire, je me retrouvais aussi perdue à me dire est-ce que je fais plutôt ça, est-ce que je fais plutôt ça. Et j'avais en fait cette ambivalence, même beaucoup plus large, qui revenait. C'est le fait que je suis venue à Bali, comme je vous l'ai dit,
pour travailler ma spiritualité, donc quelque chose de très personnel et qui demande beaucoup de yin, justement, comme je vous disais avant, et en même temps travailler mon professionnel, justement. J'ai des attentes aujourd'hui encore de faire évoluer ma pratique, de faire évoluer mon business model. Donc c'est deux choses qui sont complètement ambivalentes. D'un côté t'as le yin, d'un côté t'as le yang, et donc t'es là à te dire ok, mais comment je fais pour allier les deux? Parce que quand j'étais dans l'un à par exemple prendre du temps pour moi avec la spiritualité, à découvrir tout ça, je me disais mais mince Hélène, genre t'es pas en train de travailler, en plus il faut que cette pratique-là bénéficie à ton travail. Et quand je travaillais, je me disais mais ça n'a pas d'intérêt parce que dans tous les cas je viens d'arriver à Bali, genre c'est pas maintenant que ma manière de travailler, ma manière d'appréhender mon travail va évoluer parce que bah, c'est pas juste le fait d'arriver et de mettre un pied sur le territoire balinais qu'il y a quelque chose qui va se passer en moi en mode oh c'est bon je suis transcendée et il y a quelque chose de nouveau qui va se créer pour moi. Donc non, j'étais vraiment le cul entre deux chaises littéralement, à jamais être dans vraiment le moment présent, à me dire bah, d'un côté il faut que je fasse ça, de l'autre côté il faut que je fasse ça, et à vraiment jamais être satisfaite de ce que je vivais. Donc évidemment tout ça aussi j'en parlais autour de moi, donc ça me faisait beaucoup de bien parce que mes proches, même s'ils sont loin, ils étaient et ils sont toujours très présents, donc merci, vraiment gros cœur sur eux. Je me fais encore un cœur à la caméra. Hélène, qui es-tu? Mais je me retrouvais du coup à effectivement parler de tout ça avec mes proches et ça me faisait beaucoup de bien. Et il y a eu le fameux premier dimanche que j'ai passé ici où je me suis dit Hélène, on est dimanche, donc tu vas lever le pied, tu ne vas pas essayer de travailler aujourd'hui, tu vas faire comme un dimanche à la maison. Donc j'ai vraiment fait un dimanche comme je l'aurais fait à Lille où je suis allée me balader, j'ai pris des cafés, j'ai mangé dans des petits restos sympas, donc vraiment je me suis baladée et c'était trop bien, c'était ressourçant et c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et là en plus il s'est passé un truc absolument génial, c'est que pendant que j'étais dans mon lâcher prise à 200% et que j'étais en mode wouhou trop bien, genre je profite de mon dimanche, et bah là l'univers m'envoie un signe, l'univers m'envoie de l'argent. J'ai trouvé de l'argent par terre, donc l'équivalent de 15 euros, ce qui permet quand même à Bali de tenir genre une bonne grosse, voire 2 journées en fonction de comment tu manges et compagnie. Mais donc c'était quand même cet argent que j'ai trouvé littéralement par terre. Et vraiment de la manière dont je l'ai un peu interprété, c'est en mode Hélène, t'es sur la bonne voie, genre continue de lâcher prise, tu verras que l'univers te réserve des surprises et des miracles et que tout va très bien se passer. Et effectivement, ma bonne étoile m'a suivie jusqu'à Bali parce que, comme je vous disais, je suis hyper tête en l'air et j'oublie régulièrement des objets. Genre par exemple, j'ai oublié ma batterie dans un endroit, enfin dans un restaurant. Je les ai appelés en mode «Oh, j'ai oublié, est-ce que vous l'avez trouvé?» Bah oui, évidemment, vous la mettez de côté et tout. Et là, pareil, il y a 2 jours que j'étais à Canggu, donc dans une autre ville que Ubud. J'oublie mes écouteurs. Et je leur envoie un message en mode «Ah, bah est-ce que vous l'avez retrouvé?» Et bah oui, vas-y, allez-y, enfin vous revenez quand vous voulez pour les récupérer, donc trop bien. Et ça me fait penser à une phrase que ma mère, elle me disait tout le temps quand j'étais petite et qu'elle me répète tout le temps, parce que finalement, c'est pas parce que je suis à Bali que je suis pour autant moins tête en l'air, genre c'est pas parce qu'on grandit non plus qu'on est moins tête en l'air, je pense que ça vraiment je ne changerai pas. Elle me disait toujours «Quand on n'a pas de tête, faut avoir des jambes». Et j'ai envie personnellement de la retravailler et lui dire quand on n'a pas de tête, il faut avoir une bonne étoile, parce que grâce à elle, j'ai toujours tout retrouvé. J'ai toujours tout perdu, mais j'ai toujours tout retrouvé. Et avec toutes ces questions que je me posais, le fait d'être vraiment jamais dans le moment présent, je me suis dit, Hélène, t'es coach, vas-y, coach-toi. En plus, il y avait Alexia qui m'avait aidé, il y avait mes proches aussi à côté. Et je me suis dit, utilise le coaching pour t'aider justement à y voir plus clair. Et je me suis dit, il faut séquencer. Genre, Bali, je peux pas effectivement faire les deux en même temps, genre travailler mon pro et ma spiritualité. Donc, vas-y, séquence. C'est quoi la priorité aujourd'hui? C'est quoi mes intentions? Comment est-ce que ça se caractérise dans ma vie? Et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant dans un premier temps? Et donc, ce qui est ressorti, c'est le fait que j'avais envie dans un premier temps de travailler ma spiritualité. Parce que justement, j'étais à Ubud, c'est le cœur de la spiritualité à Bali. Donc, je me suis dit, autant en profiter. Et on verra ce qu'il en sera ensuite pour la partie professionnelle. Et donc depuis ça, on entre dans la nouvelle era que j'ai appelée Spiritual Me, parce que justement je suis en train de découvrir cette spiritualité à Bali. Et je me suis dit que pour ça, tous les jours, j'allais tester une nouvelle activité. Parce que ça me permettait au moins d'avoir l'impression de faire quelque chose, et en plus de ça, effectivement je fais quelque chose et je teste des nouvelles choses qui me permettent de me connaître moi-même, qui me permettent aussi de trouver des pratiques qui me correspondent plus. Donc voilà, j'en suis à avoir testé pour le moment du breathwork, quelque chose que j'avais jamais testé, dont j'avais beaucoup entendu parler, en plus autour de l'enfant intérieur, donc c'était hyper intéressant. Et cet aspect en plus enfant intérieur, c'est vraiment quelque chose qui fait écho à ma pratique en tant que coach, donc on garde ça en tête. Et j'ai aussi testé d'autres choses comme le sound healing, donc ça je vais vous lire la définition parce que je voulais pas me tromper. C'est le fait d'utiliser des vibrations sonores
la musique et des instruments pour favoriser le bien-être physique, émotionnel et spirituel. Il consiste à utiliser des fréquences sonores spécifiques pour détendre le corps et l'esprit, réduire le stress et l'anxiété et induire un état de relaxation profonde et d'équilibre. Et je vous assure que ça a marché parce que je suis sortie de ce sound healing, j'étais déstressée. J'étais vraiment dans le moment présent, ça m'avait fait du bien et j'étais contente de ce que j'avais vécu. Et j'ai testé des massages aussi, des massages intuitifs, donc le mec qui travaillait avec les énergies, donc c'est aussi quelque chose qui me parle beaucoup, le fait, justement, ce côté énergétique et tout. J'ai fait aussi une purification dans un temple hindou, donc ça c'était incroyable. Enfin déjà j'étais dans un temple hindou, c'était trop trop beau et en plus le côté purification c'est vraiment une pratique balinaise et c'était quelque chose que je voulais chercher de base, que je voulais découvrir et c'était hyper bien. Enfin ça passe par l'eau, en gros pour les balinés, l'eau c'est vraiment quelque chose qui vient purifier le corps, qui permet de se libérer de certaines tensions. Et le fait de faire ça dans un temple, tu le mêles à la prière. Et pendant un certain rituel, tu vas venir prier et tu vas venir en même temps te purifier avec l'eau. Et c'est hyper fort et hyper puissant. Et je vais aller allumer la lumière parce que là, ma vidéo, on ne me voit plus. Mais j'avoue que j'ai quand même des moments de craquage de temps en temps où j'ai des peurs qui reviennent, j'ai des peurs qui refont surface. Genre vraiment la peur la plus prédominante, c'est le fait de rentrer en France et de pas avoir trouvé ce que je venais chercher. Et là, ça me paraît un peu lunaire ce que je vous raconte parce que finalement, ce que je suis venue chercher, c'est justement des expériences. Et à travers toutes ces expériences, je me découvre moi-même, je libère des choses, genre de toutes les activités, de tous les workshops que j'ai pu faire, il y a toujours quelque chose qui en est sorti, que ce soit de la détente dans un premier temps, mais aussi sinon des émotions qui avaient été ancrées depuis un petit moment, aussi des énergies qui avaient besoin d'être libérées, enfin vraiment des choses qui... Non, je sens qu'en fait ça travaille quand même à l'intérieur de moi et je sens que mon corps d'ailleurs est fatigué, mais ça on va pouvoir en reparler dans quelques instants parce que justement j'ai découvert je pense une pratique qui me parle beaucoup et une que je voulais tester depuis un petit moment qui s'appelle la Kundalini Activation. Et là j'ai fait 2 séances en l'espace de 3-4 jours et je vous avoue, bon déjà que mon corps il est quand même en train de me dire Hélène lève le pied parce que c'est quand même assez fort ce que t'es en train de vivre, mais la dernière remonte à là il y a quelques heures, donc je suis là, je peux vous en parler, genre c'est tout chaud quoi. Et pareil, j'ai cherché une définition pour vous expliquer ce que c'était la Kundalini parce que je me prétends pas du tout experte pour le moment. Donc la Kundalini Activation, c'est une pratique spirituelle qui vise à éveiller l'énergie vitale latente à la base de la colonne vertébrale appelée Kundalini. Donc la Kundalini, c'est l'énergie. Elle est décrite comme un processus de libération des blocages énergétiques, émotionnels et physiques, conduisant à une expansion de conscience, un lâcher-prise et une plus grande sérénité et confiance en soi. Et effectivement, le lâcher-prise, c'est la base de la Kundalini parce que quand tu es dans le contrôle, tu peux pas justement aller dans ces états un peu de transe que tu vis grâce à la Kundalini. Et donc quand tu arrives à lâcher prise, et souvent ça peut prendre plusieurs séances, et tu vis des choses où justement tu vas avoir peut-être des visions, genre de toi passé, genre de... Moi j'ai vu par exemple la part d'ombre de moi que je refoulais beaucoup, qui s'est matérialisée comme vraiment une femme tout en noir. J'ai vu aussi genre des énergies qui étaient bloquées, genre une part je pense de mon enfant intérieur, celle que je laisse pas assez exprimer aujourd'hui, ou peut-être que j'ai un peu renié, qui est toute l'insouciance aujourd'hui que je laisse plus apparaître dans mon quotidien, enfin le fait d'éclater aux éclats devant des bêtises, genre je sais pas, ce côté très enfantin, très insouciant, que peut-être aujourd'hui, genre vu que je grandis et que je suis à mon compte et compagnie, peut-être que je lui laisse plus assez de place et du coup genre vraiment ça a été un peu l'électrochoc de me dire non mais Hélène, genre cette part de là, assume-la parce que elle te fait trop du bien, genre t'es comme ça à éclater de rire pour un rien, t'es comme ça à être pleine d'énergie et tout, genre surtout ne viens pas censurer ça parce que c'est aussi ce qui fait ta personne et ton unicité. Donc vraiment la Kundalini c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant parce que ça vient toucher en plus à des trucs très inconscients, ça passe par le lâcher prise, donc moi qui pendant très longtemps été dans le contrôle, et je trouve que c'est un super outil et je pense que je vais continuer là à Bali d'expérimenter d'autres sessions, d'en faire d'autres pour voir justement ce qui ressort, pour voir justement plus je pratique qu'est-ce qui ressort parce que justement c'est justement une pratique où plus tu fais des sessions et plus tu as des choses aussi qui sortent de ton corps, qui sortent et dont tu prends conscience et qui se relâchent et tout, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner parce qu'effectivement je pense que c'est un peu ma pratique coup de cœur jusqu'à maintenant. Mais pour autant, les conséquences et les effets dans le corps sont hyper forts. Parce qu'on parle justement d'énergie, et notre corps, vous le savez, est constitué d'énergie. Alors sous forme de molécules et compagnie. Mais du coup, quand tu viens faire bouger ces molécules et cette énergie, il se passe des choses dans ton corps. Et suite à ma première séance de Kundalini, je suis tombée malade. Et au début d'ailleurs, je pensais que c'était à cause du lactose, et puis parce que je suis intolérante pour ceux qui ne le savent pas. Et puis finalement, en discutant avec la facilitatrice de Kundalini, elle m'a dit écoute, t'es pas la seule à me dire ça.
c'est fréquent. Enfin, vraiment, c'est habituel de pouvoir tomber malade suite à ça parce que justement, c'est le corps qui réagit. Et effectivement, ça venait prendre tout son sens parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui étaient sorties de cette séance. Et c'est venu d'autant plus me challenger que j'ai vécu du coup la pire chose que je pouvais imaginer à Bali, c'est le fait de tomber malade. Et le contexte était d'autant plus challengeant parce que pour vous expliquer, du coup, j'étais à Canggu à ce moment-là. J'étais toute seule. J'étais dans un hôtel et dans une ville que je connaissais pas, dans un pays que je ne connais que très peu jusqu'à maintenant. Enfin, ça fait 15 jours que je le connais et je ne prétends pas du tout le connaître. J'avais pas mes médicaments parce que j'étais partie en mode YOLO, ça va le faire, je dors que 2 nuits, pas chez moi, donc ça va aller. Et en plus de ça, du coup, c'était le jour où il fallait que je retourne à Ubud. Donc vraiment, c'était la PLS parce que j'étais incapable de sortir de mon lit. J'étais toute seule. Avec le décalage horaire, c'est pas comme si je pouvais appeler mes parents et que je pouvais appeler Anthony ou qui que ce soit pour m'aider et me soutenir en tout cas émotionnellement parce que tout le monde dormait. Donc c'était vraiment très très compliqué et il y a eu beaucoup de peur. Vraiment à ce moment-là, je me suis dit mais oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Genre qui je préviens? Comment je me soigne? Comment je fais en fait? Vraiment, c'était ma plus grande phobie. Et donc j'ai commencé par simplement prendre un taxi qui me permettait de revenir chez moi. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris un taxi voiture. J'ai pas pris un taxi scooter parce que vraiment, je pense que dans tous les cas, ça aurait été une catastrophe. Et donc je me suis retrouvée déjà chez moi, donc j'étais déjà rassurée. Finalement, le monde en France a fini par se réveiller, donc j'ai pu aussi papoter avec mes proches, donc ça m'a aussi beaucoup rassurée. Et finalement, en fait, le meilleur remède à tout ça, c'est les huiles. Déjà, dans un premier temps, soignez-vous avec des huiles, c'est génial. Mais surtout, c'est le sommeil. J'ai passé une grande partie du coup de ma journée au lit à dormir et ça m'a vraiment permis de récupérer et de rééquilibrer, je pense, toute l'énergie, enfin tout ce qui se passait en moi. Donc, j'étais quand même à 19h30 au lit et j'ai fait une nuit de 12 heures derrière, mais au moins je me suis réveillée derrière. Nickel, vraiment, je n'avais plus rien. J'étais pleine d'énergie, j'étais pleine de volonté de nouveau, j'avais envie de faire plein de trucs et comme si de rien n'était finalement. Donc là, j'attends de voir demain dans quel état je serai. Pour le moment, la suite à ma séance de Kundalini d'aujourd'hui, tout va bien. Vraiment, je me sens pareil, hypée. Genre, c'est quand même les premières sensations à chaque fois que j'ai, c'est un élan. Genre vraiment un regain d'énergie, comme si, justement, le fait d'avoir lâché de l'énergie avant, genre toute l'énergie qui était un peu stagnante, qui était plus négative, qui avait besoin d'être libérée, le fait de la libérer et de s'en délester, ça faisait de la place à autre chose. Et ça, j'en suis persuadée, c'est que ça laisse de la place à de la nouveauté. Et moi, je décide en conscience d'y mettre de l'énergie positive, de l'énergie de motivation, d'élan, de création. Et je sens que justement, c'est cette énergie-là qui est en train de fluidifier, genre comme on dit ça, de circuler à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment ça aussi qui m'inspire là pour l'épisode de podcast, parce que pour le coup, je l'ai quasiment pas scripté, j'ai juste envie de vous raconter ma vie et je sens qu'effectivement, l'élan, il est là. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai vécu ces 15 premiers jours à Bali. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. Il me reste du coup 6 semaines à peu près ici, non un peu moins, 5 semaines. Parce que je vous disais que le pro allait prendre du coup une partie prédominante dans la fin de mon expérience. Et justement, je pense que je vais vivre une expérience absolument enrichissante. Enfin, la vie m'a envoyé une opportunité absolument incroyable. Mais du coup, ça, on va en venir après. Parce que là, j'ai envie de prendre un peu de recul sur justement ce que j'ai vécu pour pouvoir vous en faire un retour un peu plus global. Donc si on part juste des clichés qu'on entend vis-à-vis de Bali, effectivement, Bali, c'est très bien parce que en tant qu'Européens déjà, on a un niveau de vie qui est hyper correct parce que justement, on est dans un pays qui est beaucoup moins développé, donc avec notre pouvoir d'achat, on peut se permettre de manger. Pour nous, ça nous représente genre entre 3 et 4 euros le repas. Enfin, c'est vraiment pas cher. Tu peux multiplier les expériences, tu peux te faire masser pour genre 5 balles, alors qu'en France, c'est 9 fois ce prix-là. Enfin, c'est lunaire, en fait, tout ce qu'on peut s'octroyer comme plaisir quand on est à Bali. Et effectivement, c'est un vrai avantage. Tu peux trouver tout ce que tu es venu chercher, en fait, à Bali. Genre, tu peux trouver le côté spirituel si tu le cherches, tu peux trouver le côté inspiration, entrepreneuriat, rencontre si c'est ça que tu es venu chercher. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses que tu peux trouver. Je vois pas justement un domaine dans lequel tu ne pourrais pas t'épanouir en étant à Bali. Parce que même, les rencontres, tu fais ce que tu veux. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu peux trouver ton compte. Et je comprends pourquoi les gens, et les Européens, et les Français, parce qu'il y a beaucoup de Français, viennent ici à Bali. Et en plus de ça, le cliché de les Balinais sourient toujours, mais c'est un vrai truc. Genre, les Balinais, ils sourient du matin au soir. Tu ne les connais pas, tu les croises seulement dans la rue, ils te sourient, ils te disent bonjour, ils sont là, ils sont chaleureux, ils sont toujours dans l'entraide, dans l'aide, dans tout ce que tu veux, quoi. Et c'est absolument incroyable. Et surtout, c'est contagieux parce que à aucun moment,
tu n'as envie du coup de faire quelque chose de mal. Genre par exemple en France, je dis pas que c'est mon cas, hein, mais en France par exemple, on pourrait se dire bah là je pars sans payer. Et clairement à Bali tu peux le faire. Vraiment ici la société elle est basée sur le karma. Donc si tu fais quelque chose de bien va t'arriver en retour, mais si tu fais quelque chose de mal va t'arriver en retour et tu vas en payer les conséquences. Et du coup il y a cette confiance un peu mutuelle de on agit pour le bien commun. Et donc à aucun moment ici tu n'as envie d'agir de la mauvaise manière parce que les gens, ils sont tellement en train de tout donner, ils sont tellement bienveillants, ils sont tellement gentils qu'en fait, t'as envie de leur rendre l'appareil et t'as pas du tout envie d'agir comme un fucking Européen, comme un connard, où tu vas faire une connerie parce que c'est pas du tout la dynamique et l'énergie ici. Et vraiment, quand je dis que la gentillesse et la bienveillance sont contagieuses, c'est que c'est un vrai fait. Genre, il y a aucun moment où t'as envie de mal te comporter. En tout cas, vraiment, je parle dans mon cas, je parle un peu en fonction des personnes que j'ai rencontrées, des discussions que j'ai pu avoir. Je sais qu'il y a aussi justement des Européens qui en profitent. Pour moi, c'est des Européens qui ont pas justement cette conscience-là, enfin qui se prennent, je pense, un peu pour les rois du monde. Mais là encore, enfin, c'est propre à eux. Enfin, je ne me mets pas dans leurs chaussures. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté où c'est vraiment contagieux, quoi. Et surtout, au point où personne ici ne s'engueule. Vraiment, les routes ici, c'est le dawa. Vraiment, c'est un truc, genre, c'est un coupe-gorge. En tant que Français, si tu prends ton scoot, t'as intérêt à faire le signe de la croix et à te dire, ok, j'y vais, je suis confiant dans ce que je fais. Parce que vraiment, eux, c'est un écosystème à eux tout seuls. Genre, ils ont leurs propres règles, quoi. En plus, déjà, ils roulent à gauche, donc c'est vraiment hyper galère. Ici, il y a beau avoir ce dawa un peu constant, ce beans, comme on pourrait dire en France. Vraiment, eux, ils ont quand même leur propre dynamique et surtout, ils abordent tout ça avec le sourire. À aucun moment, ils ne se klaxonnent et ils ne s'insultent les uns les autres. Alors qu'en France, quand tu mets 2 secondes à démarrer, genre t'as toute la ligne derrière qui t'engueule et genre tu te fais klaxonner à tout va. Ici, bon alors ici tu me diras ils ont pas de feu, mais quand même, genre vous avez compris l'idée. Mais effectivement, Bali, ce qu'on nous dit pas aussi, c'est que c'est quand même un endroit qui est très pollué, qui est très bruyant. On constate aussi la misère, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est que dans le centre même d'Ubud, enfin, je voyais des enfants dormir dehors, je voyais des gens faire la manche et tout, et c'est quand même assez compliqué quand tu vois quand même les restaurants de luxe qui existent à côté et tout, qui ont été construits. Et c'est ça aussi pour moi qui est assez compliqué, c'est un truc qui m'avait pas marqué au début, et c'est quand j'ai envoyé une vidéo à Anto, il m'a dit, mais où j'étais justement dans un restaurant, il me dit, mais c'est fou, il n'y a aucun balinais dans ton restaurant. Et c'est vrai, c'est que toute l'île est construite en fonction du tourisme. Tout est pensé pour que on puisse consommer et qu'on se sente à l'aise. Donc on va avoir des restaurants à l'européenne, on va avoir des logements qui sont assez incroyables, genre les hôtels ils sont hyper luxueux, donc il y aura toujours un minimum de confort. Et en fait, c'est des choses qui sont complètement inaccessibles aux balinais, aux locaux, parce que c'est pas du tout dans leurs moyens, enfin, ils ne peuvent pas se le permettre. Et personnellement, ça vient quand même toucher une corde sensible, c'est que ça, j'ai l'impression d'empiéter sur leur territoire. Alors on me dira, mais Hélène, au moins tu leur permets de vivre, c'est comme ça qu'est construite leur économie. Oui, certes, mais on est en train quand même de dénaturaliser et de dénaturer leur environnement, leur chez eux, en construisant des restaurants, en construisant des hôtels de luxe, en construisant toujours plus, alors que eux, de base, c'est la nature, c'est les papillons, c'est la faune, c'est la flore, c'est la spiritualité, c'est la tranquillité. Et là, vraiment, je les sens un peu à la merci des Européens, parce qu'en plus, j'entends que certains abusent en plus de leur gentillesse et se prennent pour plus élevés qu'eux et les considèrent un peu à leur service. Et je trouve ça tellement méchant parce qu'ils sont là à nous accueillir à cœur ouvert, à bras ouverts, avec leur sourire et leur gentillesse et leur bienveillance. Et nous, on est là en même temps bah, à peut-être pas forcément leur rendre l'appareil, à empiéter sur ce qui leur appartient. Et c'est assez compliqué, je vous avoue, pour moi, de me rendre compte de tout ça. Mais le message principal de ce que je vis actuellement à Bali, c'est que je me rends compte qu'en fait, mes piliers de bonheur, ils ne sont pas là. Parce que je me rends compte que ce qui me rend heureuse au quotidien, c'est toutes les choses qu'il me manquent aujourd'hui quand je suis à Bali. C'est le fait d'être entourée de mes proches, c'est le fait de vivre des moments avec eux au quotidien, donc à travers des choses simples, à travers le fait d'être posé sur un canapé et de papoter, le fait de discuter autour d'un café, le fait de rire, de s'entraider, d'être là les uns les autres, de juste pouvoir se voir. Enfin, en tout cas, toutes ces choses simples là, mais que je ne trouve pas aujourd'hui parce que, bah, effectivement, à Bali, je me sens quand même très seule. Et encore une fois, heureusement que j'ai une copine qui est là et que je connais un peu de monde. Mais sinon, il y a quand même les 3 quarts du temps où je me sens seule et c'est assez compliqué moralement.
Et en plus de ça, un autre pilier qui est pas trop là, c'est le fait que je ne puisse pas cuisiner. Cuisiner, pour moi, c'est prendre soin de moi. C'est pouvoir faire attention à mon corps. Ça passe par l'alimentation, ça passe par le sport. Et de pas pouvoir prendre soin de moi moi-même, c'est assez bizarre parce que le bien-être à Bali, en tout cas la manière dont je l'expérimente actuellement, ça passe par les autres. C'est les autres qui viennent me faire un massage, c'est les autres qui me cuisinent un plat dans un restaurant, c'est les autres qui prennent soin de moi en fait. Et moi, moi-même, je ne fais rien pour prendre soin de moi à part, par exemple, méditer. Genre, d'ailleurs, j'ai pris ce pli-là depuis que je suis à Bali, donc je suis super fière. Et je fais du journaling d'ailleurs, chose que je n'avais jamais faite avant. Mais tout ça pour dire que j'ai pas le sentiment du coup de moi-même m'apporter beaucoup de bien-être personnel et d'être proactive là-dedans. Et c'est assez bizarre. Et je me rends compte surtout combien c'est important pour moi, genre vraiment de savoir ce que je mets dans mon assiette, même si j'essaye au maximum de manger des légumes, de manger des pokés, enfin des choses où justement je sais qu'il y a des légumes verts, que c'est une assiette qui va me faire du bien. Il y a quand même ce truc de c'est différent de quand c'est moi qui cuisine, de quand c'est moi qui prends soin de moi, qui prend soin de mes proches, qui donne des attentions aux autres. C'est pas du tout en tout cas la dynamique que je vis aujourd'hui à Bali et ça me pèse quand même profondément. Et puis mon besoin de calme, de tranquillité, de pas trop de bruit se confirme du coup depuis que je suis à Bali parce que, à part quand je suis dans les rizières, sinon je me sens pas à ma place. Genre je sens que c'est trop bruyant, c'est trop de monde, c'est trop le chaos, c'est trop pas moi. C'est trop pas moi en fait. Et donc ça me confirme aussi dans ce que j'ai besoin, c'est le calme, c'est tout ça. Mais c'est vrai que du coup le fait de le trouver que à un certain endroit, genre que ponctuellement, c'est assez pesant. Et puis ça vient s'allier au fait que à Bali aujourd'hui, pour le moment, j'ai pas de routine. Et je pense être quelqu'un finalement, et je m'en rends compte qui a besoin vraiment de cette routine, qui a besoin de structure, qui a besoin de savoir, ok, ce matin je fais ça, cet après-midi je fais ça va m'amener à ça. Enfin, en tout cas, de justement avoir un petit rythme, parce que c'est très bien d'être livré à soi-même et d'avoir l'opportunité de faire plein de choses, mais c'est aussi hyper fatigant. C'est quand même très fatigant de se dire tous les jours, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis sûre que c'est vraiment ce dont j'ai envie de faire, mais est-ce que je suis pas en train d'omettre un de mes autres objectifs? Il y a cette multitude d'activités qui permet une tellement grande liberté qu'en fait, des fois, tu te dis, mais j'ai juste envie de me faire porter. Genre, j'ai juste des fois envie que on me dise quoi faire, qu'on me prenne par la main et qu'on me dise, viens, on va faire ça, parce que sinon, c'est prise de décision sur prise de décision et c'est quand même assez fatigant. Mais en soi, de me rendre compte que tout ça, c'est mes piliers du bonheur, ça me rassure parce que je me dis, tout ça, en fait, c'est des choses que je vis dans mon quotidien à Lille. C'est quelque chose que je vis avec mes proches. Et de me rendre compte que j'ai pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour m'épanouir, pour trouver mon saint Graal, pour trouver mon équilibre, c'est hyper rassurant. Parce qu'en rentrant, je prendrai d'autant plus conscience que un éclat de rire, un café, un moment de partage avec mes proches, un repas ensemble, cuisiner, c'est ça en fait qui me ramène à moi. C'est ça en fait qui constitue mon bonheur. J'en prendrai d'autant plus conscience dans ces moments-là, je le vivrai d'autant plus intensément. Et ça me rassure de me dire que finalement, j'ai pas besoin de parcourir le monde et de traverser monts et marais pour trouver justement là où je suis épanouie, là où je me sens bien. Et avant, j'avais ce truc de me dire, tant que j'ai pas vécu cette expérience à l'étranger, peut-être que je serai plus heureuse en voyageant, peut-être que je serai plus heureuse là-bas. Et de me rendre compte que c'est pas du tout le cas et qu'en fait je suis très heureuse dans mon quotidien et dans la manière dont je chéris mes habitudes et je chéris les personnes que j'ai autour de moi, c'est hyper rassurant et peut-être que j'avais besoin aussi de ce voyage-là pour me rendre compte de tout ça. Donc voici la grosse conclusion un petit peu de cet épisode et de mes 2 premières semaines à Bali. C'est vraiment toute cette prise de conscience-là. Mais du coup, quelle est la suite? Parce que la suite promet d'être prometteuse. Parce que l'univers m'a envoyé une opportunité assez incroyable. Je vais passer tout mon mois de novembre dans une maison avec des entrepreneurs. C'est un nouveau concept qui a émergé justement à Bali, qui a été lancé par des entrepreneurs. Ils regroupent des entrepreneurs dans une même villa afin de booster les business, afin de faciliter les collaborations, les synergies, de s'inspirer les uns les autres. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin parce que comme je vous disais, j'ai besoin d'inspiration, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin d'être challengée, j'ai besoin de qu'on me dise mais Hélène, c'est de la merde ce que tu es en train de faire ou au contraire c'est trop bien. Enfin, vraiment d'être challengée et tout ça pour trouver la direction dans laquelle j'ai envie d'envoyer mon business et comment j'ai envie de construire mon business model et faire fructifier aussi une autre idée que j'ai dans un coin de ma tête, tout ça.
Et je sais que cette Hélène-là qui est drivée, qui est inspirée, elle n'a pas encore été complètement exploitée aujourd'hui. Je sais que dans mon quotidien, ça reste quand même une part de moi qui est encore très petite, qui a besoin justement d'être tirée par la main, qui a besoin d'être inspirée par d'autres personnes pour justement grandir et laisser place à toute la créativité que je peux avoir, toutes les idées. Et je sens que j'ai besoin justement de toute cette synergie qui peut se faire avec d'autres personnes pour qu'elle puisse émerger. Alors, je suis très heureuse de vous annoncer que je passerai tout mon mois de novembre, donc du 1er au normalement 30 novembre, avec d'autres entrepreneurs dans une très belle villa à Canggu. Et donc, ça promet d'être rencontre, networking, challenge sur les idées et compagnie. Donc, la grande question aujourd'hui, c'est que mon billet d'avion retour est le 27 novembre pour le moment, et la fin de cette expérience est le 30. Donc, la grande question, c'est ok, est-ce que je prolonge ou pas? Parce que j'avoue que là, j'ai quand même des fois ce sentiment de j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de retrouver mes proches. En même temps, on verra ce que cette expérience me permet, ce que cette expérience m'apporte. Peut-être que je me dirais, ok, 3 jours, c'est vraiment nécessaire. Peut-être que je me dirais, bah non, c'est quand même le moment de rentrer à la maison. Donc voilà, la suite promet d'être très sympa, très inspirante, beaucoup de nouveautés. Et je pense que là aussi, je vais découvrir du coup une Hélène qui est complètement différente de celle que j'ai connue. Parce que la Hélène entrepreneur, je l'appréhende depuis seulement quelques mois. Et je sens qu'elle est encore tout bébé. C'est une bébé Hélène entrepreneur. Et je pense qu'elle peut vraiment grandir et devenir un très beau papillon. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'elle me réserve, ce que cette expérience me réserve, ce que la suite de Bali me réserve. Et dans tous les cas, bah, je vous tiendrai au courant de toutes ces belles avancées, de toutes ces petites prises de conscience que je peux avoir, de toutes les expériences que je peux vivre. Il y a une fourmi sur mon micro, mais quand je vous disais que la faune est partout ici à Bali, mais vraiment, en tout cas, je vous partage tout, et comme je vous disais, sur Instagram, je vais peut-être partager des trucs sur YouTube, on ne sait pas ce que ça va donner, mais dans tous les cas, je vous tiens au courant de tout. Donc je vous fais vraiment de gros bisous, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré à peut-être partir, à peut-être entreprendre un projet. En vrai, c'est pas ce que je prône, le fait de partir, c'est vraiment d'entreprendre quelque chose qui nous fait peur, parce que je pense que c'est là qu'il y a le plus de choses qui émergent, que c'est là où il y a le plus d'envie qui naissent, il y a le plus de découvertes de soi qui font apparition. Et je pense que c'est essentiel pour tout le monde de se challenger, de dépasser ses peurs, parce que on grandit tellement. Genre, je me rends compte aujourd'hui que moi, mes peurs, c'est juste des peurs. Genre, c'est comme si je vous disais, bah, dehors il fait moche ou dehors il fait beau. Genre, c'est juste là. Genre, mes peurs aujourd'hui ne sont plus du tout un frein. Et je trouve ça vachement bien de pouvoir relativiser là-dessus et de se dire aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui me freine. Donc voilà, c'était la conclusion de cet épisode. J'espère que vous passerez au-dessus de vos peurs, que vous oserez entreprendre des changements. Et je le répète parce que j'oublie toujours de le dire, et que Hélène, purée, c'est la base de tout quand même, tu es coach de vie, c'est que actuellement tous mes accompagnements sont à 50% jusqu'au 9 novembre. Le 9 novembre, je ferme mes accompagnements. Donc si vous avez envie de lancer un projet, de vous faire prendre la main et d'oser entreprendre des trucs, et vous sentez que vous avez quand même besoin d'un petit soutien, un petit coup de pied aux fesses, une petite main tendue, franchement, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je serai ravie de partager un appel découverte en plus avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous n'avez absolument rien à perdre, vous avez tout à gagner. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.